cinéma, parce que j'ai rarement lu quelque chose d'aussi graphique et d'aussi fabuleux, mais que c'était inadaptable jusqu'à présent. Maintenant, on peut commencer à parler de choses sérieuses. Je crois qu'on a réussi à caser bien les princes d'ambre. Je crois qu'ils ont compris, ils ont compris. Non, mais tu vois, ça, c'est un truc... Ouais, depuis, je suis en train de le relire. Il faut qu'il y arrive. Ouais, ça marche. Je ne sais pas si les droits ont été optionnés pour les 9 raisons. Si, ils ont été optionnés 2 fois en série télé, ils n'ont jamais été montés. Et là, c'est le scénariste Kirkman de... comment ça s'appelle cette série de zombies. Walking Dead. Voilà. C'est le scénariste de Walking Dead qui a présenté les droits pour la série. Oui, plutôt bien adapté en plus. Il sait qu'il y a de Zélazny. Non, j'ai un grand maître qui s'appelle Tim Ray, qui m'a rappelé que je n'étais qu'un jeune padawan. mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs la science-fiction a pris la part belle sur la fantasy, parce que... Ça coûte moins cher. Tu penses que c'est vraiment ça? Oui, parce que pour faire un décor de science-fiction, il y a besoin d'un couloir, et on met un gaz, on fait Alien. C'est simple, alors que pour faire de la fantasy qui rend bien, c'est accroché déjà. Le budget du Seigneur des Anneaux était colossal. Et là, si on regarde Blade Runner, il y a une rue dans Blade Runner. Dans tout le film, il y a une rue qui a été faite en vrai. C'est toujours la même, ils font dans un sens, dans l'autre. Et si on commence à regarder le pilier, on voit le même pilier dans tout le film. C'est pas vrai. C'est que Brasil et Divergente, ça a été tourné à Noisy-le-Grand, dans le même quartier. Hein. Énorme. Ah ouais, d'accord. Pour faire Star Wars, ils sont allés à Tatooine en Tunisie. Ils ont gardé le nom pour le film. Mais ils pourraient faire pareil avec un arbre, ils mettent un arbre. Mais d'ailleurs, la fantasy, la plupart du temps, quand on regarde la fantasy, c'est des gars qui courent dans la forêt. Hein. Ouais, c'est ce qui est plutôt moins cher. Si tu fais Tolkien, il faut donner un prénom à chaque feuille de l'arbre et ça commence. Là, il y a Amazon qui a racheté les droits du Seigneur des Anneaux, ils ont fait en série. Mais bon. Je sais pas, est-ce une bonne nouvelle? Je sais pas. On en discutera. Comment tu as travaillé sur Valérian, justement? Tu as fait quoi exactement sur ce film-là? Pas mal de choses en fait. En fait, il y a un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Il y a Luc Besson qui veut te rencontrer la semaine prochaine. Voilà. Et c'était 6 ans avant la sortie du film. Voilà. Donc, je suis monté à Paris et puis on était plusieurs illustrateurs. Il nous a raconté tout le film, il connaissait toutes les scènes, il m'a raconté. Il rigolait quand il fallait rire. Enfin, c'était assez impressionnant. Et donc j'ai été repris juste 2 ans avant que le film se fasse, pour travailler dessus. Et c'était une de mes meilleures expériences. Il m'a dit, bon, alors voilà, le film c'est ça, j'ai ces listes de sujets là, tu fais ce que tu veux. Et puis je reviens dans une semaine. Puis chaque semaine, j'envoyais mes images, il me disait, ça c'est pas ça que je veux, tu laisses tomber, ça me plaît, voilà. Tu fais... Donc voilà, j'ai fait des personnages, j'ai fait des décors, j'ai fait des véhicules. J'ai dessiné le bus du film, j'ai dessiné pas mal de parties de la grosse station. J'ai dessiné le village de coquillage. Hein. Voilà. Donc j'ai dessiné le pistolet de Valérian. Moi qui déteste les armes, là. J'ai fait un truc. Et ça fait quoi après de voir ces dessins adaptés à l'écran? Parce que j'imagine que tu as vu le film. Oui, je l'ai vu. Ouais. Alors en fait, la première visionnage du film, j'ai pas vraiment profité du film parce que je regardais juste qu'est-ce que j'ai fait, ce qu'on voit. Il y a plein de designs qui sont passés, on les voit en 3 dixièmes de seconde et j'essaie de m'accrocher pour les voir. Voilà, non mais c'est génial. Hein, c'est génial. Et la toute première fois où j'ai recommencé à travailler sur le film, donc il m'avait laissé une semaine. Je lui envoie les dessins, il me dit ok d'accord, et après j'attendais les nouvelles pour savoir si j'avais vraiment travaillé sur le film ou pas. J'ai attendu 3 semaines, pendant lesquelles je refusais du boulot, parce que je ne pouvais pas accepter les couvertures en me disant si jamais je commence sur le film, je vais être à fond. Donc j'étais en gros stress, et puis il me rappelle, il dit non mais c'est bon, t'es pris, il n'y a pas de souci. 3 semaines après, il me dit, et puis voilà, il y a cette image-là, je l'ai envoyée à Veta Digital, le gars qui avait fait des effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. On dit, voilà, on a pris cette image-là, ça me plaisait bien, et puis on a fait une course, il y aurait une course-poursuite dans le vaisseau là-dedans. Et ils l'ont monté et tout, ça rend bien. Voilà. C'était bien sympa. C'est
On arrive au bout de cet entretien, on a une demi-heure encore. C'est à vous. Dites-nous les livres que vous avez aimés. Si vous avez aimé Zelazny, vous avez bon ce soir. Mais vous pouvez avoir lu d'autres titres qui vous plaisent. Ou est-ce que vous avez Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous l'avez compris. Ou si vous avez des questions à poser à notre auteur. Oui, allez-y. À propos de BD, il y a quelque chose, il y a un auteur que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Anne Bilal. Et pourquoi? Parce que justement, à travers ses graphismes, à travers ses BD, il fait un mélange entre la réalité et la fiction. Et en gros, il illustre les textes d'Alain Damasio. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose sur le BD. Donc, ce que j'aime bien chez Anne Bilal, voilà, c'est sa manière d'appréhender et de voir le monde, c'est sa manière de voir le monde dans lequel nous vivons actuellement, qui, hélas, n'est pas rose, qui, voilà quoi. Et ce que je trouve intéressant, c'est sa manière de voir comment sera le monde d'ici quelques années, avec l'évolution des machines, de la technologie. Donc, pour moi, c'est un peu ça que je trouve fantastique, parce que ça nous pousse à nous documenter davantage et sur d'autres supports que la télé ou les ordi. Donc, Est-ce que quelqu'un a un mot à dire sur Enki Bilal? Grand dessinateur et scénariste de bande dessinée pour le coup. Et réalisateur aussi, de Booker et d'autres. En termes de... On parlait de visuel fort français, Enki Bilal, vous tapez fort, parce que c'est quand même quelqu'un, là aussi, tu citais Casa ou pour les couvertures. De Ruyer, voilà. On est sur des noms qui ont marqué, qui nous ont marqué, qui continuent à marquer, parce que justement, ils ont une profondeur, cette réflexion sur le futur proche qui est quand même très singulière. Après, c'est vrai qu'Enki Bilal, moi je suis un grand fan, de la trilogie Nicopole et même sa vraie fausse trilogie, parce qu'il avait sorti ce qui devait être une trilogie qui est sortie en 4 tomes finalement. Et par contre, c'est vrai que c'est toujours noir quand même. Hein. Il n'y avait pas d'espoir dans. Après, en termes du dessin, je suis ultra fan. Et on parlait de la place de l'auteur. Vous le savez peut-être, Enki Bilal utilise pour ses personnages son propre visage à chaque fois. C'est une déformation de ses propres traits. Ah ouais, c'est singulier aussi comme approche. Alors, ça arrive souvent, ça. C'est vrai? Ouais, c'est très courant chez les illustrateurs de... Ah ouais? C'est facile, c'est la référence qu'on a le plus facilement. Aragorn? Non, pas du tout. Sauf pour Valérian, Mézières utilisait la tête de Hugo Frey. Ça, c'est un truc... Jeune, oui, jeune. À l'époque. Donc toi, tu es sur quelle couverture? Là? Toi, tu t'es illustré sur des couvertures? Oui. Je me souviens pas du titre. Ce soir, galerie. Il a dit qu'il mettait pas de personnage. Et j'en ai une où j'ai représenté le roi Arthur avec la tête d'Alexandre Astier. Pas mal. Ça devient une référence, quoi. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser ou un autre auteur à nous faire partager dans vos coups de cœur en fantaisie? Que ce soit... Je voudrais peut-être rebondir sur Bilal, entre guillemets, pour lui faire de mal. Son dernier album, c'est Bug, c'est le premier livre d'une série. Et il va l'adapter, il est en train de l'adapter en série télé, justement. Et je rebondis aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à Game of Thrones. Parce que finalement, le cinéma est en perte de vitesse par rapport aux séries. Parce que même quand on regarde les grands succès de cinéma actuels, ce sont des franchises, et c'est ni plus ni moins que des épisodes cinématographiques qui sont projetés à un an d'intervalle. Autant les super-héros qu'Alien, que je ne sais quoi. Et quand on voit que Game of Thrones a eu un méga succès, a relancé le succès de Martin, et quand on voit aussi que des livres un peu complexes, comme le Maître du Haut Château, ont été adaptés aussi en série, parce que le cinéma finalement a un format trop court. Est-ce que c'est pas le cinéma qui va être l'avenir de la fiction animée, je dirais, entre guillemets, l'avenir de la fiction plutôt que le cinéma? Ça, c'est sûr, c'est une tendance lourde. Hein. C'est-à-dire que les projets d'adaptation, on en a 2 ou 3 par semaine. Et effectivement, 9 fois sur 10, c'est d'abord des adaptations en série. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que, par exemple, George Martin, il y a une autre série qui doit être tirée de Skin Trade, par exemple, qui a un petit bouquin fantastique. Le bouquin fait 200 pages.
je sais pas comment ils vont tenir 10 épisodes. Hein. Là, il y a un moment... C'est comme faire le Hobbit en trois Ouais, parties. tu viens, Justement, c'est là que ça fait peur. Ouais, mais je pense, là, j'ai une petite réponse pour ça, c'est que le cinéma, ça a changé les décisionnaires tous les studios, maintenant, c'est des banquiers. Hein. Donc, il y a des impératifs marketing qui sont gigantesques, c'est pour ça qu'on a toujours le même film, avec toujours les mêmes histoires, c'est pour ça que tous les Pixar, ça raconte la même chose, c'est grosso modo un enfant qui perd le contact avec sa famille et puis qui essaye de le rejoindre, que ce soit un poisson rouge, un jouet ou n'importe, c'est toujours le même scénario. Ça, c'est parce qu'il faut que ça soit validé par la banque, donc voilà, il faut qu'il y ait tel rendement. Et les sujets des films sont imposés à l'avance. Tiens, ça fait tant de temps qu'on n'a pas fait un film mythologique, donc vous pouvez regarder le cycle, c'est à peu près tous les 3-4 ans. Et il y a des films à sujet qui vont sortir. Alors que les grosses chaînes comme Netflix, par exemple, ou HBO, qui font Game of Thrones, et puis Netflix, les trucs, oui, ils cherchent plutôt de la qualité des programmes qui vont, qui vont amener les gens. Donc, c'est pas exactement la même chose. Ils veulent fidéliser des spectateurs, donc ils ont intérêt à avoir des programmes de qualité avec des bons scénarios. Parce que c'est un système par abonnement. Exactement. Si tu veux fidéliser ton spectateur et surtout qui paye son abonnement, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit régulier, puis qu'il y ait de la qualité qui soit régulière, voilà. et puis qu'il y ait un phénomène de nouveauté, etc., etc. Et c'est quand même relativement court, c'est des abonnements au mois, donc tu as intérêt à enchaîner et à ce que ça soit bon. D'où la qualité des séries Voilà. ou Westworld Ouais. aussi. Et puis il y a aussi un truc, c'est qu'on parle très souvent des séries américaines, mais c'est Epsilon. Les très très bonnes séries américaines sont produites par des chaînes câblées, par des chaînes privées, sur abonnement. Donc eux prennent des risques, ils y vont et ils proposent une qualité extraordinaire. Sinon les grandes chaînes américaines, c'est toujours un peu la même soupe pour justement tranquilliser le banquier. En France, on nous parle de la fameuse ménagère de moins de 50 ans dont on ne sait toujours pas qui c'est, mais en tout cas, on lui formate des choses comme ça. J'ai travaillé il y a une quinzaine d'années pour le cinéma, j'avais un agent et tout, et c'était cauchemardesque. Parce que dès qu'on proposait ne serait-ce qu'un synopsis, on nous boulait sur une ou deux idées, on nous disait attention, si tu abordes tel sujet, c'est en deuxième partie de soirée. Donc on parlait même pas de cinéma, on parlait déjà de reprise par la télé, parce que l'argent était déjà à la télé. C'est-à-dire que les banquiers suivaient quand la télé préemptait le film. Et donc il fallait déjà réfléchir à ça. Et ça donne une espèce de sclérose comme ça qui est terrible. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des impératifs dans le cinéma du nombre de séances par jour. Il y a des films qu'on a été obligé de couper pour pouvoir en mettre une séance supplémentaire par jour. Si c'est trop long, c'est un manque à gagner. La télé a réinventé un truc. D'abord, ils ont de l'argent. Les chaînes privées américaines sont prêtes à prendre des paris phénoménaux parce que Game of Thrones n'était pas gagné. Et ça a été le jackpot. Et il y a plein d'autres séries. Ne serait-ce qu'en policier récemment avec la première saison de True Detective. C'était la première fois depuis 10 ans qu'on n'avait pas une caméra épileptique, que ça prenait le temps de poser et que ça construisait des personnages. Et c'était stupéfiant. Et c'est aussi la première fois depuis bien longtemps que c'est un seul réalisateur qui a fait tous les épisodes. Donc on est face à un film qui prend le temps, qui dure 10 heures et qui propose quelque chose. Et je crois qu'on a envie de ça. Et là, pour le coup, la boucle est bouclée, on se rapproche de la littérature. C'est-à-dire que au lieu de vous saupoudrer des bonnes idées et puis de vous mettre des personnages en 2D, on vous propose de l'humain au sein d'une véritable histoire et vous vous attachez aux personnages et vous pouvez vous identifier d'autant plus et vous allez de plus en plus loin. Mais très longtemps, j'espère que des réalisateurs comme Besson, parce qu'ils sont bankable, parce qu'ils se permettent des tas de choses, vont ouvrir la porte à d'autres réalisateurs en France, parce que regarder en télé, c'est très très compliqué. Moi, je connais plein de scénaristes qui rêvent de faire du HBO. Et à l'arrivée, on a Navarro. C'est autre chose. Ça fonctionne, hein, qu'on s'entende. Je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, mais c'est à des années-lumière du propos. Sauf que, voilà... Ça... La semaine dernière, il y a Netflix qui a annoncé qu'ils étaient en contact avec Luc Besson. Il y a une anecdote là-dessus. Il y a Pierre Bordage, qui est donc un des grands auteurs d'imaginaire en France, qui a travaillé pas mal à essayer de placer des choses dans les séries ou dans les films. Et il raconte que de temps en temps, sur un synopsis, on lui dit ah non, là ça peut pas exploser, coûte trop cher. Donc ça n'explosera pas. Donc voilà, il y a une considération financière en permanence. Et il le dit, il dit moi dans mes romans, je peux faire exploser une planète, ça
ça me coûte que dalle. Hein. Pour le coup, je peux faire mourir des gens, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le côté. Par contre, je suis surpris, vraiment, si on parle des séries télé, du nombre d'adaptations, du nombre de romans qui sont préemptés. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner, hein, mais du nombre de projets qu'il y a, notamment liés à l'imaginaire. Là, vous avez Carbone modifié qui vient d'arriver de Richard Morgan. Il y a Shannara qui s'arrête. Enfin, Expense, Shannara. Il y a vraiment un phénomène. Le Rempart Sud de Vandermeer qui est adapté au cinéma. Mais il y en a plein. Il y a Night Flyer de George Martin, voilà, il y a vraiment beaucoup. Magipour de Silverberg. Ce qui est rigolo, c'est que Le Trône de Fer, George Martin l'a fait en réaction à ses expériences de scénariste de séries télé. Parce qu'il a travaillé pendant 5 ans, un peu comme ça. En fait, il a fait quelques livres qui avaient eu du succès. Et un de ses meilleurs livres, d'ailleurs, c'était son livre sur le rock. Armageddon Rag, voilà. En fait, il a passé beaucoup de temps dessus et ça n'a pas marché du tout comme il l'aurait souhaité. Du coup, il s'est mis à travailler pour les séries télévision. Il travaillait sur La Belle et la Bête, avec Ron Perlman à l'époque. Vous vous souvenez de cette série dans les souterrains, c'est Les ça souterrains, Dans les souterrains de New York, je crois. Et où il se retrouvait, où il devait faire la bête, et en fait, à la place, il disait, il a des grosses griffes, il devrait éventrer les victimes. Il se retrouvait à prendre les méchants, il les prenait, il les jetait au mur. Et voilà, et quand il y avait un accident de voiture, il fallait à tout prix montrer que la personne avait survécu, qu'elle sortait que c'était un mystère. C'était une série à l'eau de rose. C'était les séries à l'ancienne où il y avait toujours le même scénario et c'était à chaque fois on changeait juste des variations. Donc Le Trône de Fer, il avait fait exprès de la violence, un truc plus réaliste, et puis on tue le héros justement pour casser ça. Et t'as spoilé ceux qui ne connaissaient pas. C'était avant les chaînes à péage, c'est pour ça. C'était les grands networks qui faisaient cette série-là. Oui. Donc il fallait que ce soit très lisse. Très lisse. Finalement, c'est les chaînes à péage qui ont révolutionné les choses. Oui, d'une certaine façon. Oui, parce que d'un seul coup, la qualité est devenue bankable. Pour le coup, parce que quand vous regardez effectivement les séries qu'il y avait avant par rapport à ce qu'on peut avoir maintenant en termes d'effets spéciaux, en termes de scénario, en termes de distance, il y a quand même un monde entre Buffy contre les vampires et Game of Thrones, quoi. Donc, je ne dis pas de mal de Buffy contre les vampires, s'il y a des fans. Vous êtes d'accord, ce n'était qu'un exemple parmi d'autres. J'en connais des hardcore, des fans. Les chaînes privées ont mis quand même quelques années à réaliser qu'il n'y avait pas que le foot et les films porno dans la vie. Et il fallait quand même se démarquer. Donc là, ils y sont allés pour le coup. Et je trouve plutôt bien. Il y a pléthore de grandes séries qui sont arrivées. Et moi, je touche du bois pour que les Français s'en emparent à leur tour et fassent des choses bien, quoi. Ouais, ça arrive en polar, puisque en polar, il y a 2-3 séries faites par les Français qui bougent. Voilà, Engrenage, par exemple. Alex Hugo. Oui, Alex Hugo. Braco. Ouais, Braco, c'est parti en sucette. Voilà, la première série, la première saison, voilà, est très bien, mais après, ça part difficilement en cacahuète. Hein ? Ils ont bien fait d'arrêter. Oui. Il ne faudrait pas qu'il recommence. Encore une petite anecdote, histoire de rigoler un peu sur les séries télé. Shérif, ça marche très très bien en France. À l'origine, ça devait être une série comique. Ouais. Je n'irais avoir tenu ces propos, même si c'est enregistré. Mais j'en ai discuté avec un des créateurs et il était tout content à l'époque. Il faisait des bons partout en disant qu'ils avaient réussi à vendre une série comique très très drôle. Vous allez comprendre le grand écart à l'arrivée. Ça devait être avec Adpen Khelif, l'acteur des Chiens. Il avait grandi avec les films de Belmondo et il y avait un jeu de mots. Ça s'appelait Kader Shérif. Et donc écrit à la shérif, SH. Et en fait, c'était un flic de la tenue qui se rêvait inspecteur de police et qui fantasmait, connaissait toutes les répliques de Belmondo par cœur et voilà, faisait des cascades tout seul sur les capots de voiture pour faire un contrôle d'identité sur une vieille dame. C'était très toon. Et les gars, au fur et à mesure, on dit ouais, c'est pas mal, mais c'est un peu clivant. Ce qui serait bien, c'est qu'il soit plus jeune et puis un peu. Vous pourriez pas faire une histoire d'amour avec une. Mettez un gendarme comme ça, on aura les. Et puis ça donne ce que ça donne à l'arrivée. Voilà, c'est très 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 compliqué d'imposer une série en France avec un ton. Et... Bon, le résultat est ce qu'il est. Hein. Je ne critique pas du tout le truc, ça fonctionne. Mais il faut accepter tout ça avant que ça arrive à l'écran.
Après, je me souviens, on avait eu Max Brooks aux Utopiales il y a quelques années, et il venait de sortir World War Z. Et en conférence, comme ça, on en discute. Donc, hein, et je lui dis, qu'est-ce que vous pensez de l'adaptation? Et il me dit, c'est autre chose. Voilà, ça n'a strictement rien à voir. Et souvent, quand vous parlez avec des auteurs anglo-saxons qui sont adaptés, ils disent qu'en gros, vous avez vendu vos droits, c'est bien. Et puis après, ce qui se passe à la fin, c'est autre chose. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Game of Thrones, parce que dans Game of Thrones, George Martin, au moins sur les premières saisons, il scénarise certains épisodes, donc il participe activement à la série. Mais quand vous regardez sur Amazon Le Maître du Haut Château, par exemple, de Philippe Cadic, voilà, il y a le livre, hein, qui fait 300 pages, et puis il y a la série. Voilà. Ils sont gardés des trucs. C'est déjà pas mal, quoi. Encore que Martin, Martin, il se sépare pas mal de la série. Bah oui, il y a beaucoup de commandes d'illustration où justement il fait dessiner exactement ce qui différencie la série du livre, parce qu'il y a des trucs quand même qu'il a mal digéré. Ouais. Qui finissent, enfin, c'est intéressant Game of Thrones, parce que du coup on a une série qui va plus loin que le livre, donc il se sépare au fur et à mesure du livre, alors qu'il a lui encore le livre à écrire, quoi. Donc il y a beaucoup de lecteurs qui attendent avec impatience les derniers pour savoir. Ça devient une série dystopique d'une certaine façon. C'est une uchronie littéraire. C'est pas mal parce que ça nous apprend voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie aujourd'hui. Et je prends un contre-exemple. Beaucoup de personnes pensent que la série Simpson est pour les enfants alors qu'en fait, absolument pas. Absolument pas parce que il y a parfois des paroles un peu pas choquantes mais un peu explicites ou des images qui peuvent pour des messages cachés. Les Simpsons, c'est voilà, toujours des... Alors je ne suis pas contre le travail de Matt Groening, mais tout ça pour dire que c'est toujours les mêmes graphismes, il n'y a pas d'effet diversifié, ça n'apporte rien, quoi. C'est pour moi l'apologie de la société de consommation américaine. Tandis que les séries les plus modernes, ce que je trouve c'est génial, voilà, au niveau des... Voilà, au niveau effet, et que c'est intéressant parce que ça nous apprend à avoir sa propre vision du monde tel qu'il est aujourd'hui, ou comment le monde pourra être il y a... voilà. Je sais pas si les Simpsons, c'est pas un exemple d'une série qui génère sa propre culture. Vous voyez, c'est propre, un peu comme les Guignols, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on regarde de loin en loin et ça crée sa propre mythologie. Oui, comme South Park, quoi. C'est un univers en soi. Vous avez émis le souhait que la France augmente son niveau international par rapport aux séries. Est-ce que le financement actuel, le mode de financement actuel le permet? Et est-ce que le fait de tourner en français, ça vous semble rédhibitoire ou pas? Alors, plusieurs choses. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, les chaînes françaises, à part Canal, soient capables de s'aligner à l'international. Il y a une bonne nouvelle quand même, il y a une super fenêtre de tir qui vient de s'ouvrir, c'est que Netflix s'est installé en Europe et en France et va commencer à signer des auteurs français. Et ça ouvre des perspectives, parce qu'on a d'excellents scénaristes en France qui sont, à mon sens, sous-exploités, qui pourraient faire des choses formidables. Donc je croise les doigts pour que ça se fasse. Et j'ai un copain qui s'appelle Sébastien Drouin, qui est réalisateur, scénariste et génie des effets spéciaux, inconnu total du grand public, alors que, accessoirement, à 25 ans, il était déjà responsable des effets spéciaux du Alexandre Oliver Stone, ou une chose comme ça, qu'il a fait des clips de YouTube, enfin bon. Il a tourné récemment 10 épisodes pour Black Pills, qui est une application gratuite, vous pouvez regarder, il suffit de télécharger l'application, ça ne vous coûte pas un rond, hein, sur une tablette ou sur votre smartphone, et vous pouvez regarder ça. Il a tout tourné en France, à la Cité du Cinéma, donc chez M. Besson, en quelques jours, avec des acteurs français, mais ils ont tourné directement en anglais.
Et ensuite, il a fallu redoubler les acteurs, mais en tout cas, c'est directement à l'international, c'est une série de science-fiction. Et voilà, et ça commence à ouvrir des choses comme ça. 10 épisodes de 13 minutes, super efficace. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les investisseurs privés qui vont pouvoir gérer ça. J'entends le CNC, son positionnement. Je te coupe juste. Moi, je ne suis pas spécialiste du cinéma, mais effectivement, pour bosser pas mal avec des scénaristes à rencontrer. Aujourd'hui, la machinerie CNC, elle est faite, alors je caricature, hein, en termes de cinéma. Sur les séries, je n'y connais rien du tout. Elle est calibrée pour faire la comédie française et ou le film dramatique d'auteur français. Point barre. C'est des volontés politiques, d'orientation, voilà. On le déplore, on l'apprécie. C'est comme ça. Aujourd'hui, le décisionnel plus adossé au problème des banquiers, ce que tu soulevais, ça donne ça aujourd'hui. Et effectivement, ça s'ouvre à l'international parce que dans les productions Besson, ça parle en anglais, mais c'est vrai qu'il a fallu Besson, EuropaCorp, qui décide de... Besson, c'est le seul qui ne travaille pas avec le CNC, en fait. Oui. Il est financé par les États-Unis. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a... Encore qu'il a réclamé, il n'y a pas longtemps, ça fait un tollé un peu, parce qu'il a réclamé crédit d'impôt sur Valérian. Parce qu'avant Valérian, les films français tournés en anglais n'avaient pas de crédit d'impôt, mais les films anglais tournés en France avaient un crédit d'impôt. Donc il a juste réclamé que les Français qui tournaient en anglais pour pouvoir s'exporter puissent avoir la même chose que les étrangers, en fait. Et c'est avec aussi ce qu'il a réclamé qu'on a pu avoir Dunkerque qui s'est tourné par Christopher Nolan. Donc ça a apporté du monde. Et quand il a fait Valérian, il a fait travailler 2000 personnes pendant 2 ans sur le film, en France. Parce qu'après, il y a eu, pareil, 2000 personnes à l'étranger aussi, mais c'était les gens de chez ILM et de Weta, et là, on n'a pas encore les compétences pour l'instant en France pour travailler là-dessus. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et bientôt, on compte sur toi maintenant, tu sais faire. Moi, je fais image fixe. Tu voulais ajouter quelque chose, Jacques ? Non, je pensais à ce que disait la jeune femme tout à l'heure sur les visions du monde contemporain. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que quelquefois, même les films de science-fiction sont en retard. Je ne sais pas si vous avez vu Minority Report. Il y a une séquence où Tom Cruise fuit et qu'à chaque fois qu'il passe devant un magasin, le magasin l'appelle par son prénom, il est identifié et tout. Alors tout le monde dit, oh là là, ça fait peur. Cette technologie existe. Elle est... Ah non, mais ça va plus loin que ça, mademoiselle. Ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire que dans un quartier de Séoul, donc c'est là, hein, Corée du Sud, grande ville, tout à fait moderne, mégalopole de type plutôt occidental d'ailleurs. L'ultralibéralisme, délinquance, et donc sur la base du volontariat, hein, qu'on s'entende, vous n'avez plus besoin de sous, vous n'avez plus besoin de carte bleue, vous n'avez plus besoin de chéquier, donc on ne peut pas vous attaquer puisque vous n'avez rien sur vous. En revanche, quand vous allez au restaurant, on sait ce que vous avez mangé, en tout cas l'ordinateur central le sait, parce que c'est débité de votre compte. Votre loyer, c'est exactement la même chose, et il vous faut, sur la base du volontariat, accepter qu'on ait une petite puce sous la peau. On fera pareil, je vous rassure, avec vos enfants et votre chien et votre chat, ce qui fait qu'on saura toujours où est Kiki et où sont les enfants. Vous réglez directement la question de l'adultère, on sait toujours que Monsieur X et Madame Y sont à tel endroit en même temps, et ça devient compliqué de prétendre le contraire. C'est sur la base du volontariat. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que les ingénieurs qui inventaient ça, on en parle très peu. Moi, j'ai chopé 2-3 interlignes dans des journaux, j'ai donc creusé, j'en ai fait un bouquin policier. Tout le monde m'a dit, vous avez beaucoup d'imagination, monsieur. Les ingénieurs qui ont inventé ça sont dans un pays libéral et pensent qu'ils peuvent, si dans quelques années, ils ont prouvé que la délinquance était tombée à zéro, étendre le modèle à la planète entière. Là où le serpent se mord la queue, c'est que le seul pays du monde qui s'est déclaré très intéressé par cette technologie, c'est la Corée du Nord, qui dit « j'aime beaucoup ce que vous faites ». Par rapport à ce que je disais, là, oui, mais le fait que maintenant, les petits partout, les caméras de surveillance à l'entrée des magasins, dans les villes, et puis même dans les ordinateurs aussi partout, la notion des selfies, mais après, c'est le voyeurisme total. Parce que dans les banques au restaurant, il y a toujours des caméras de surveillance qui nous dit que c'est pas des fins pour espionner les gens, pour mener à notre vie privée, pour tout savoir. Après, on se dit, mais putain, mais elle est où la liberté d'être soi-même? Est-ce qu'un jour on va pouvoir faire ses courses sans être
on est surveillé par cette caméra. Est-ce qu'un jour on va pouvoir manger, je sais pas moi, son sandwich sur le banc et fumer sa clope sans être surveillé? Et après on dit, mais putain, elle est passée où l'individualité, ça me... Ouais. Vous avez conscience qu'on est enregistré. Parce que nous, on veut savoir où est Kiki. C'est vraiment très important. Oui. Par rapport à ça, il y a une chose, dans les années 60, je pense que nous étions largement aussi suivis par des individus physiques. Parce que les renseignements généraux étaient un moyen d'emploi et d'activité en France assez significatif. En fait, c'est juste la technologie qui a évolué pour améliorer ça. Le principe de savoir ce que font les gens, on cherche juste à le savoir de façon plus efficace, à moins de Encore des machines qui piquent des emplois, quoi. Ouais, c'est vraiment l'avantage. Sinon, il faut être ingénieur en IA et une question faciale. Oui, je voulais revenir sur l'adaptation, en fait, soit cinématographique, soit par illustration, d'un roman. Le problème, c'est du coup que, quelque part, l'auteur est dépossédé de sa vision propre, qu'il avait l'image même de son roman, et dépossédé soit par l'illustrateur, soit par l'adaptation filmique. Je reprends notamment à Kubrick qui a adapté Shining, et Stephen King a détesté l'adaptation parce que ça ne correspondait pas, c'était pas assez fantastique pour lui. L'adaptation de Lynch de Dune de Frank Herbert, qui n'a pas du tout plu non plus. Et pour moi, en fait, ces choses-là sont des facettes supplémentaires du roman. Alors, ça va peut-être à contrario de l'auteur, mais quand on aime un roman, en fait, ça permet d'avoir une autre facette à travers du prisme, soit l'illustrateur, soit d'un cinéaste, d'une vision qu'on n'aurait pas eue de nous-mêmes, et enrichit en fait le roman de base plutôt que de le desservir, quoi. Donc, je voulais savoir votre avis là-dessus, et si de votre vivant vous étiez dépossédé de votre roman pour une adaptation filmique, est-ce que vous feriez un procès, ou est-ce qu'au contraire vous prendrez ça comme un enrichissement de votre univers? Enrichissement, oui. Je vous rappelle que ça se paye très cher, cette petite bêtise-là. Et je crois que finalement, on laisse très vite son ego de côté et le banquier aime beaucoup ce qu'on fait. Non, c'est autre chose, encore une fois. Je suis complètement d'accord. J'ai eu la chance, au tout début de ma carrière, de travailler avec Serge Brussolo. Brussolo a eu quasiment tous ses bouquins présentés par le cinéma, et finalement, il n'y en a eu qu'un seul de tourné au Canada. Et puis les Japonais sont emparés de Peggy Sue. J'avais vu plein de refs et de choses merveilleuses. Il y a Casa qui a adapté l'un de ses romans publiés au Masque en dessin animé, et à chaque fois, Les enfants de la pluie. Ouais, et à chaque fois, Serge me disait, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit, mais on s'en fout. Absolument pas. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est une vision très personnelle. Quelqu'un s'empare d'un univers et en propose sa vision. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'à de très très rares exceptions, par exemple Harry Potter, où John K. Rowling avait sur contrat droit de regard et à vérifier simplement qu'on collait un peu à son œuvre. Même si en 1h30, vous ne pouvez pas résumer 1500 pages, il faut faire des coupes. On est d'accord là-dessus. C'est donc une adaptation. Et à partir de là, chaque réalisateur dans la série Harry Potter a plaqué son visuel. Je pense, je ne sais plus son nom, l'Espagnol, là, qui avait une vision très sombre, des choses comme ça. Je pense que c'est toujours un plus, toujours quelque chose de différent. J'ai un très bon copain, Bernard Minier, qui fait carton sur carton en policier, qui a fait une série, peut-être que vous avez vu, Glacé. Ça, c'est le tome 1 qui a été adapté sur la 6. Bon, Bernard avait été invité sur le tournage. Il a vu en projection le premier épisode de la série. Il y en a eu 6, je crois, pour adapter Glacé. Le casting est éblouissant. Il y a Pascal Grégory qui joue Hirtman, le tueur fou et tout. Et c'est vrai que le premier épisode, Scotch, c'est magnifique. Et après, ça part totalement en sucette. C'est-à-dire que c'est plus du tout le bouquin. La fin est changée, ainsi de suite. Mais on s'en fout. On s'en fout pourquoi? Parce que y a eu des centaines de milliers de spectateurs qui ont vu cette série et qui ont pu découvrir le travail de Bernard, parce que titillés, ils sont allés voir. Ils ont découvert que c'était autre chose. Et du coup, ils vont continuer. Donc, ils regarderont sûrement les séquelles qui vont sortir de la série, mais ils vont continuer à lire l'œuvre et sans doute à jouer au jeu des 7000 différences. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est autre chose. On est ailleurs, c'est une autre façon de raconter l'histoire. Ma foi, je crois qu'il faut laisser son ego de côté. Et puis c'est un autre métier aussi. C'est-à-dire que nous, on est là pour inventer, pour mettre en mots les images qu'on a en tête. Je ne suis même pas certain que chaque lecteur ait exactement les mêmes images.
Parce que le livre, on se l'approprie, alors que le film, on nous l'impose d'une certaine façon. Donc il faut jouer le jeu, et je crois qu'il faut faire confiance, ou alors faire comme King. Tous ces bouquins quasiment ont été adaptés, ma foi, c'est autre chose, on est ailleurs. Vas-y, pardon. Moi, j'ai 2 petites anecdotes là-dessus. C'est déjà sur Dune. Après, celui de Lynch, il y a, ce que les gens retiennent souvent, c'est ce qui n'est pas dans le livre. Par exemple, le côté des trois pinces du bec du verre qui n'est pas du tout dans le livre. Normalement, il y a une tête de lamproie. Donc, si on regarde toutes les couvertures de livres qui sont après le film, il y a toujours cette espèce de côté trilobé du verre qui n'est pas du tout dans le livre. Et il y a aussi les gens qui crient comme arme là. Le module étrange, c'est le truc trouvé pour que le film soit un seul film. Voilà, donc il y a ça. Et pour Valérian, ce qui est rigolo, c'est qu'avant la sortie du film, et même après la sortie du film, il y a plein de gens qui ont hurlé au non-respect de la bande dessinée originelle et des personnages qui n'étaient pas pareils, Laureline qui n'avait pas les cheveux roux. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu la chance de discuter avec Mézières, il me disait, mais dès que je l'ai vu, j'ai dit, c'est vraiment Laureline, et Valérian, c'est pareil, c'est vraiment lui. Alors qu'ils n'ont rien à voir physiquement. Mais l'esprit de la BD était respecté en fait. Ce qui n'a pas plu aux gens, c'est qu'ils respectaient finalement à la fois la bande dessinée, parce que dans la BD, c'est Hugo Frey, mais qui est maladroit. Alors on peut imaginer ça au cinéma, que ça pourrait rendre un adulte maladroit un peu bénère. Donc il a fait un jeune en fait, pour qu'il reprenne la maladresse et le côté pas musclé du truc. Et voilà, c'est ce qu'il y a de plus, c'est le côté qui était justement pas américain. Moi, ce que j'aime bien dans cette question, c'est la question des univers et de comment un univers s'étend. Il y a la Maison d'Ailleurs qui est à Yverdon-les-Bains avait fait une exposition sur les univers étendus et de voir comment les univers étaient étendus à partir de Star Wars, de Tolkien ou bien encore de Lovecraft, avec des démarches d'auteurs bien différentes. Dans le sens où Star Wars, pour le coup, c'est déjà pensé comme quelque chose qui est un univers étendu, parce qu'au début, devant les échecs, c'est un comics. Vous avez Tolkien où la famille a vraiment serré tout ce qu'elle a pu en termes d'univers étendu, et Lovecraft où tout le monde s'est approprié en fait l'univers. Et donc il y a une notion qui est immatérielle et qui est intellectuelle, et qui appartient à la fois aux auteurs, mais quelque part l'univers déployé dans un livre, il appartient déjà un petit peu au lecteur et donc un petit peu à quelqu'un d'autre. J'aime bien je pense qu'il y a une réflexion, il y a des gens qui travaillent vraiment sur ces notions d'univers et d'imaginaire. Voilà, non, sur l'adaptation cinématographique, par exemple, le grand drame de ma vie, ça a été de voir que Christian Clavier faisait Astérix. J'ai beau le regarder dans tous les sens, il ne ressemble pas au personnage, vous voyez, et pourtant les réalisateurs se sont appropriés le truc et on fait autre chose, et en même temps ça fonctionne. Donc voilà. Et puis il faut toujours laisser je crois, une certaine liberté au réalisateur. Alors là, pour le coup, je ne l'ai pas lu, donc je peux en parler librement, mais Le Seigneur des Anneaux, il y a 2 scènes qui m'ont plu, et j'étais allé le voir à Paris en avant-première avec des garçons qui visiblement pouvaient citer le bouquin par cœur, et qui étaient un petit peu, pas autistes, mais pas loin, et par exemple, 3 quarts d'heure de discussion dans la salle pendant le film pour savoir s'ils avaient vraiment les oreilles pointues comme ça, les elfes et tout, et ça nous laissait... Et en même temps, Jackson s'est autorisé un clin d'œil au sport national où il n'y a plus que en Nouvelle-Zélande qu'on fait du lancer de nains. Et il en a collé une scène, et je ne crois pas que ce soit dans le bouquin. Non. Tu vois de même que les elfes qui font du surf depuis les remparts sur un bouclier, je ne sais pas dedans. Voilà. C'est pas grave, ça fonctionne et ça marche, voilà, ça marche du feu de Dieu, c'est autre chose. On la voit même pas, cette bataille, dans le bouquin. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas décrite. Alors par contre, j'ai lu Bilbo le Hobbit, 3 fois 3 heures, c'est trop. Et juste pour revenir encore sur votre question, oui, déjà, avant même le cinéma, il faut arriver... c'est vrai que quand on a un livre, surtout le premier, on a envie que le lecteur, déjà, il ait sa vision des choses. Dès le premier lecteur, en fait, votre livre, il ne vous appartient plus. Je pense que ça a dû t'arriver en dédicace. Il y a des gens qui arrivent, qui t'expliquent le bouquin, qui interprètent tout ce que tu as écrit, qui disent « Ah, c'est incroyable tout ce que j'ai mis dans le bouquin, je n'en ai même pas pensé la moitié ». Ça prouve bien, en fait, que déjà, rien que sur le support écrit, il faut avoir un peu l'humilité de se dire « Bon, j'ai écrit quelque chose qui vaut ce qui vaut ». Les gens s'en remparent et ça prouve que ça marche, c'est ce qui prouve que ça marche. Et je pense qu'au niveau de l'adaptation,
c'est exactement ça. On reste sur une adaptation, une vision sur un autre média, avec d'autres contraintes. Donc il y a quand même beaucoup de filtres. Évidemment, il faut être en niveau d'ego, il faut être très loin. Après, il y a un deuxième point important, surtout en France, on aime bien râler, donc même si on a du recul, à la fin on râle quand même dessus. Il faut. Puis contre un gros chèque, ces auteurs-là ne râleront pas, ça c'est sûr. Un exemple récent, je suis fan absolu de Denis Lehan. Ouais. Je trouve que Scorsese est un immense réalisateur, que DiCaprio est probablement un des plus grands acteurs actuels. Et j'ai commis l'erreur de lire Shutter Island avant d'aller voir le film. Ouais. Et il m'a fallu racheter, enfin plutôt acheter le film, après être allé voir au cinéma, être sorti avec un avis très très mitigé, et le revoir 2 fois avant de me rendre compte que c'est un très bon film. C'est juste que c'était pas mon film. Et donc j'imagine que Denis Lehan lui-même a dû avoir un choc, mais c'est comme ça. Et en même temps, c'est la patte de Scorsese, c'est servi par un casting éblouissant, et c'est magnifique. Sauf que on n'arrivera jamais à remplacer la puissance du cinéma intérieur qu'on peut se faire chacun, confronté à un bouquin. Voilà, je crois. Il y a quelque chose, pour les illustrations, il y a un peu le même mécanisme qui se passe. Et il y a plein de petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure où on fait les illustrations qui sont de l'ordre de l'abstraction et de ce qu'on donne à manger au cerveau de la personne qui va regarder. Un bon exemple pour ça, c'est le Trône de Fer que George Martin avait commandé. Donc c'était pour une édition intérieure du monde du Trône de Fer. Et je lui avais soumis une centaine de designs différents pour le trône, qui tournaient toujours à peu près à la même chose. Et il les validait pas. Puis au bout d'un moment, j'ai pris un des designs qu'il n'avait pas validé et je l'ai mis dans une salle qui était très belle avec façon cathédrale. Donc il y avait le côté moche du trône, mais qui était mis en valeur parce qu'il y avait un beau décor autour. Et là, il l'a validé tout de suite et il a partagé mon brouillon en fait. Donc mon image la plus connue, c'est un brouillon. Mais en fait, il a validé ce décor. Il n'a pas validé le trône. Il a validé le. Il a validé le contraste entre quelque chose de moche et c'est souvent le cas pour les couvertures, et on me dit toujours c'est exactement comme ça que je le voyais, alors qu'en fait c'est juste la couleur que j'ai mise avec la composition qui correspond à la scène du livre. Après j'aurais pu changer tous les détails et ça marche. On va terminer là, on a déjà dépassé de 5 minutes. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé, puis on a un petit temps dédié à cette discussion encore. Merci à nos auteurs, merci à vous. Oui, merci à chacun d'entre vous pour cet échange autour de la fantaisie. On vous propose de nous rejoindre dans le hall d'accueil. Nous avons notre partenaire annécien, la librairie de l'imaginaire, auprès duquel vous pourrez acheter des livres et donc les faire dédicacer. Et puis on peut continuer la discussion autour d'un verre. Pardon, excusez-moi.